Bonjour à tous et merci de me retrouver. Je suis Martial Bissoc, voilà. Le guide, le Mpépé. Je suis Camerounais, voilà, viscéralement Camerounais, il faut le préciser. Et en ce moment où la campagne électorale est en train de prendre une nouvelle phase au Cameroun, il est important, même pour quelques minutes, qu'on s'exprime. Le danger chez nous, c'est qu'après, on a l'impression que toutes les voix sont tues. Les gens n'osent plus se prononcer, les gens ne parlent pas, les gens, même ceux qu'on appelle les experts, ont tendance à s'effacer. Est-ce que c'est un complot? Je dis non, nous avons la liberté, la responsabilité de prendre la parole, que les gens soient d'accord avec nous ou pas. Moi, ce qui me caractérise, c'est ce qu'on va appeler une cohérence constante. Donc moi, je n'ai jamais trouvé le besoin de me confondre, de me dédire, de fuir. J'ai toujours pris très au sérieux ma petite mission qui est déjà, d'être un acteur politique, de deux, d'être un éclaireur, de trois, d'être un leader politique et d'être une vigie de une. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas son dossier comme candidat à l'élection présidentielle qu'on n'est pas un candidat potentiel, même pour les années à venir. C'est pour ça que je vous le dis ici solennellement, je donne rendez-vous aux Camerounais en 2032. C'est personnel. J'aurai 57 ans et je pense qu'il n'y aura plus question de l'oncle est là, ta tante a dit non, nous devons nous libérer de tout ce qui nous empêche de développer le Cameroun. C'est un suicide collectif que des générations entières, avec tout le talent qu'ils aient pu avoir, se soient résolus à être des fuyants, des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, quand j'ai vu, on a été invité en 2010 au Sénégal, et à l'époque, Ousmane Sonko étaient des étudiants, ils bloquaient les routes. En 2009, ils bloquaient les routes, et le président, voilà, Diomaye Faye, et aujourd'hui ils ont pris le destin. Et j'ai vu Ousmane Sonko être reçu en Turquie avec rang et qualité. J'ai dit, je suis fier de cette Afrique-là. Cette Afrique qui n'est plus victime de la colonisation, même mémorielle. Ce que les gens oublient, c'est que nous sommes les citoyens aujourd'hui qui pouvons parler et défendre nos pays à la tête du monde entier sans baisser le regard, parce que le complexe, nous ne l'avons pas. Nous avons été premiers ici dans leurs propres écoles, nous avons été des maîtres et des patrons dans leurs propres entreprises, nous sommes rentrés au pays, mais surtout au Cameroun, j'ai l'impression qu'on n'a pas donné beaucoup de place à ce génie qui s'exprime, au talent des Camerounais, à la jeunesse qui ose. Et l'élection présidentielle est en train d'arriver au Cameroun et je regarde tous vos messages. Vous croyez que non? Non, je suis là. Je suis en France en ce moment parce que j'avais des dossiers essentiels pour ma vie, pour mes activités aussi. Mais je suis profondément au Cameroun. D'ailleurs, j'y suis là. Je suis en train d'arriver. Je ne suis jamais parti du Cameroun parce que certains veulent dire qu'on n'est pas là. Non, je suis là. Et quel est mon rôle? Mon rôle, c'est d'abord de vous dire, avant tout, et là je parle en tant que le président du Haut Conseil national pour la paix, quand j'ai lancé l'idée et qu'on a installé la structure, je suis allé sur place au Cameroun et sur le terrain pendant 1 mois et demi porter ce message de paix. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais revenons d'abord à l'élection présidentielle. J'espère que vous n'avez pas la mémoire de poisson rouge. On ne peut pas insulter les gens qui nous regardent ou qui nous aiment. Mais je veux dire simplement que chez nous, on oublie vite. Regardez toutes mes déclarations avant, 1 an, 2 ans si vous voulez, 6 mois. Vous allez voir que j'ai dit ce qui allait se passer. Je vous disais que
l'élection de 2018 n'a rien à voir avec l'élection de 2025. Mais les gens avaient déjà leur schéma arrêté. La politique est dynamique. Ce n'est pas parce que vous étiez là en 2018 que vous serez là en 2025. Et ça, les gens ne voulaient pas le comprendre. Oh, c'était un message que je lançais, même aux partisans des partisans là-bas. S'ils étaient plus sages, ils allaient se dire, attention, quand le peuple dit quelque chose, ce n'est pas la blague. Dans ce pays, quand même, je reste l'une des personnes les plus crédibles. Ma voix est autorisée et ma voix compte. Donc quand je vous dis que les principaux candidats de 2018 ne seront pas là, je n'ai même pas parlé au conditionnel, j'ai dit ne seront pas là en 2025, il fallait juste prendre ça très au sérieux et commencer à comprendre pourquoi. Deuxième chose, pour moi, l'Afrique, quand on va arriver aux affaires, cette nouvelle génération, nous devons mettre l'enseignement parmi les réformes qu'on doit faire, l'éducation. On doit faire l'enseignement du droit dès l'école primaire. Le droit qui est la morale, l'instruction civique, ou plus généralement les bonnes valeurs. Mais les Africains confondent trop de choses. Il y a le droit, qui est le droit des spécialistes, qui devient un carré de gens pour la rhétorique. Et là, ce n'est pas souvent. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je pense qu'on ne partage pas souvent assez nos publications. Après, vous dites qu'on n'en fait pas assez. Le droit pour réguler la vie humaine, pour qu'on ne soit pas dans une sauvagerie, hein, comme Rousseau disait, ce que vous allez appeler le contrat social. Mais il faut une sorte de régulation, de régularité. Hein. Il faut que les hommes vivent en harmonie. Ça, c'est le droit pour faire que les choses marchent. Mais il y a un autre droit qui va concerner les spécialistes. Et là, on entre dans la rhétorique. Et là, je vous dis, personne n'a raison. Il n'y a pas de pape de droit, de Dieu du droit. Que vous soyez fort ou pas, que vous lisiez tous les articles que vous ne pouvez pas inventer, mais qui viennent du bon sens, vous ne pouvez pas gagner un système en face s'il applique les mêmes règles que vous, dont la connaissance du même droit. Parce que le droit est polymorphe, polysémique, j'allais dire. Moi, je viens d'une tradition familiale où tout le monde allait étudier le droit chez nous. De Stanislas de Mélonnet au Dieu, Roger Gabriel Leb. Vraiment, on a été baigné, hein, tout le monde a fait le droit chez nous, jusqu'au petit-fils. Mais ce que je voulais dire aux Camerounais, c'est que maintenant, il y a une autre manière de voir la vie, c'est les rapports de force. Et ça, vous ne tenez jamais compte quand vous entrez dans les batailles politiques. La première mesure, parce que quelqu'un m'a écrit tout à l'heure sur ma page pour me dire, mais le guide, on t'attendait en tant que candidat. Je dis non, nous n'avons pas encore atteint la maturité de parler de ces choses-là. Où le peuple veut son candidat et met les moyens pour que tous les moyens pour que son candidat soit là. On a éliminé beaucoup de gens qui pour moi avaient beaucoup d'atouts. Quand on élimine un gars comme Baïbek aurait été un parfait animateur. Je ne crois pas en sa force politique, il est assez désordonné, le cher Baïbek. Mais quand on élimine un gars comme Baïbek parce qu'il n'a pas 30 millions, vous ne voyez pas que c'est une injustice? Quand on élimine l'ancien sous-préfet là, mon jeune frère, parce qu'il dit qu'il n'a même pas réussi à avoir un tiers. Mais c'est ça aussi. Et quand est-ce que les Camerounais se mobilisent pour leur candidat? Oui, peut-être pour quelques-uns, peut-être pour Maurice Kamto, je ne sais pas. Voilà, mais bon, moi je ne veux pas débattre ici au sujet de Kamto parce que c'est des sujets très sensibles et clivants. Moi, je ne suis pas clivant. Mais ça mérite quand même qu'on dise deux ou trois choses. Maurice Kamto a été victime je ne sais pas quoi dire, de ses propres turpitudes. Je m'explique, sans que vous ne vous fâchiez. Maurice Kamto, c'est Maurice Kamto, le juriste que le monde entier nous envie. D'accord? Dès qu'on a dit ça, voilà, calmez vos émotions.
Maintenant, sur les stratégies, bon, moi je ne suis pas dans son mouvement politique, je ne vois pas comment il aurait pu être candidat. Parce qu'il a été mêlé dans trop de stratégies. Vous savez, les grands intellectuels n'arrivent que très rarement au pouvoir. Parce qu'ils sont dans les calculs, les minuties. Il faut qu'ils vérifient si tel amendement coïncide, telle opportunité. Non, à un moment, l'opportunité, comme disait Sarkozy en politique, on se jette dessus parce qu'on a faim. Mais si tu veux dire le dernier texte amendement, si tu vas jouer à ce jeu-là, tu vas trouver les gens en face de toi qui ont écrit ces lois. Et tu ne peux pas t'en sortir. Donc moi, je suis un peu peiné. Je suis peiné pour cela. Bon, mais c'est la vie démocratique. Hein? Et deuxième chose que les Camerounais doivent intégrer. Quand vous n'arrivez pas à affronter le système en face. Alors, je vais vous faire une confidence. Vous savez que j'ai des enfants qui sont dans le football, à un très haut niveau. J'ai mes jeunes frères qui sont... Et il m'a été donné d'aller voir le match j'aime pas trop le football, moi. Je n'ai pas le niveau d'un grand footballeur que je n'ai jamais été, donc j'aime pas le football. Ça m'apporte plus de frustration. Mais j'ai regardé le match. C'était de Real de Madrid, un truc comme ça, en Espagne. Et j'avais la chance d'être à la tribune et je voyais les présidents des clubs, là, de Real de Madrid et du Barça. C'était Real-Barça, je pense. Ils ne regardaient pas le match. Ils parlaient affaires. Et ils savaient déjà que le Real de Madrid allait gagner ce match, il allait être champion. Un champion d'Espagne, un truc comme ça. Mais pourquoi? Parce que quand un grand club veut gagner un titre, il se donne tous les moyens. C'est leur stade. Ils arrosent mieux la pelouse. Ils achètent le public. Ils payent les télévisions. Même pour donner le score à l'avance, c'est-à-dire ce que vous appelez les pronostics. On joue sur la conscience collective. Donc, vous ne pouvez pas reprocher au Real de Madrid après d'être champion. C'est compliqué. Mais acceptez, c'est ça la réalité. Alors, le RDPC se trouve juste aujourd'hui que c'est une très puissante machine. En réalité. Et je constate comme vous, pas pour m'en plaindre, mais pour regarder que le RDPC est une machine extrêmement rodée. La seule fois où le RDPC a vacillé, c'était en 92 et 96. Et entre-temps, ils ont eu le temps de maturer. Ça devient en Afrique très compliqué. Et à un moment, je peux vous rassurer que moi, mes ambitions n'ont pas changé. Mais j'étais avant vous le premier, ou parmi les premiers à vouloir affronter le système, puisque tout le monde connaît mes positions, je ne vais pas revenir là-dessus. Et après, je me suis dit, bon, restons déjà en vie. Parce que le Che Guevara disait, en temps de crise comme en temps de guerre, l'essentiel, c'est d'être en vie. Aux joies. Si tu n'es pas en vie, tu n'es pas candidat. Voilà. Donc, nous nous battons déjà tous pour être dans la survie politique. Et dans cette survie, si vous permettez, voilà, dans cette survie politique, nous avons utilisé pas mal de stratégies. Moi, je me suis rapproché pour voir, pour comprendre, mais je sais aussi que la démocratie est très dure chez nous. Quel est le candidat qui peut avoir l'argent pour faire une élection présidentielle au Cameroun? Je vous pose la question. Quel est le candidat qui peut avoir peut-être les 6 milliards de Camto, mais 6 milliards, ce n'est rien, mais c'est déjà beaucoup pour les Camerounais qui donnent. Et
Il n'y a que la communauté de Kamto qui peut. Maintenant, on nous parle, parce que je vais essayer de donner aussi les tendances tout à l'heure de cette élection. Moi, ce qui me bloquait, c'était la présence de Paul Biya, le père Paul Biya. Parce que les Blancs ne nous trompent pas à 93 ans. Quand vous avez un papa de 93 ans en face de vous, vous ne pouvez rien faire. Humainement, spirituellement, dignitairement. Ce n'est même pas que Paul Biya soit le plus fort des Camerounais, mais c'est qu'il a atteint une dimension déifiante. Ça défie les règles de la nature. Et moi, à titre personnel, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, moi je sais que mon avenir et notre avenir, c'est de préparer l'après-Paul Biya. Quelqu'un me dit qu'il faut saluer la mémoire de courage de Maurice Kamto. Ouais, je n'ai pas dit non, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais évidemment, il faut saluer le courage. Mais dès qu'on a dit ça, maintenant on est dans l'analyse. On est dans le réel, là. On n'est plus dans le saluer le courage. Je salue le courage de Maurice Kamto. Ça va? Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut avancer dans le débat? Parce que le débat... Hein, et c'est vrai que l'écartement de Maurice Kamto a apporté beaucoup de frustration. Mais juridiquement, tout se tient. Moi, à titre personnel, j'aurais laissé Maurice Kamto, voilà, compétir. Mais ce n'est pas simple que ça. Nous sommes en train de parler de la transition politique au Cameroun. Quel est le sens qu'on veut donner à la gouvernance du Cameroun dans les prochaines années? C'est ça la question. Les Camerounais croient que c'est juste une élection. Non. En 2018, on a laissé Maurice Kamto. Et en 2025, nous sommes en train d'entrer dans la transition, la première grande transition du Cameroun. Parce qu'en 82, il y a eu une continuité. Alors, en 82, Biya est la continuité du régime colonial. Biya est la continuité d'Ahidjo, même si ça se date après. Et tout le mérite de Biya, c'est d'avoir lutté pour que l'État ne se disloque pas. Vous pouvez être d'accord ou pas. La bataille de Biya, c'était que l'État, que le Cameroun tel que vous l'avez là, ne se disloque pas sous les coups de boutoir de la communauté internationale et des enjeux géostratégiques qui peuvent nous échapper ici. Mais aucun pays africain, jusqu'ici, un pays colonisé, un pays d'Afrique noire, même du Maghreb, aucun, peut-être le Maroc qui n'a jamais été inquiété, le Maroc qui bénéficie des faveurs, le Maroc a un côté très ouvert, la Tunisie, ne les comparez pas, c'est la Méditerranée, c'est les cités grecques. Les Romains étaient installés là très longtemps avant, donc c'est une partie ils créent un ensemble avec la Méditerranée. L'Europe, ils ont un truc là où on peut mettre le TGV, les usines de voitures. En Afrique noire, ils ont un regard différent parce que ça a été une colonisation sauvage et brutale. La libération du Cameroun ou de l'Afrique noire est encore à l'ordre du jour. Et c'est cette libération que nous, les fils du Cameroun, nous devons engager. La libération, c'est soit vous allez directement avec les coups de poing quand l'autre a le fusil, soit vous prenez les bâtons et l'autre a les chars. Dans les deux cas, il va vous bombarder ou il va vous détruire. La troisième hypothèse, c'est maintenant qu'on forme une élite, qu'on forme des jeunes Africains savants qui utilisent la géopolitique et les moyens diplomatico-stratégiques pour ramener le pouvoir chez eux. Les Asiatiques sont venus, les Chinois sont venus en Europe,
avec des appareils photo, avec des caméras, avec des stylos pour recopier. Ils ont été dans les meilleures universités, même aux États-Unis, ils ont été dans les meilleures sociétés, ils ont triché un peu de technologie, ils ont filmé les meilleurs amis sur les Champs-Élysées, ils sont rentrés. Nous, on a envoyé des gens ici étudier, ils sont restés avec les vestes. Pas comme la mienne, là, hein, elle est très belle. Mais je veux dire qu'on a juste appris à devenir des citoyens français, citoyens belges, citoyens canadiens, et on en est fiers, et on a acheté des pavillons, et on vit là-dedans, on boit du champagne. Très peu d'Africains ont eu la conscience asiatique de venir voler, comme disait Semben Ousmane, mon cher ami Doukan, d'apprendre à lier le bois au bois. Nous n'avons pas travaillé là-dessus. L'Afrique a un problème technologique. Hein? Je ne fais pas étalage de mes œuvres scientifiques, mais voilà. Ce livre, pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a passé les commandes aux États-Unis. On est en train de le traduire en anglais. Industrialisez-vous et taisez-vous. Voilà. Pendant 60 ans, on n'a pas travaillé à transformer la richesse que Dieu nous a donnée. On va en Chine acheter les babouches, on va en Malaisie, en Indonésie, porter les sabots, les mouches, les foulards, les rouges à lèvres, les perruques, pour venir déverser sur les rues à Douala. Et ce n'est pas avec ça qu'on développe un pays. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que les pays noirs n'ont pas eu l'occasion de s'asseoir et de se développer. Et après, on fait tout pour accuser nos dirigeants que eux-mêmes, les colons fragilisent. La corruption, tout ce que vous dénoncez, je ne justifie rien. Mais tout ce que vous justifiez là au Cameroun, vous oubliez toujours que le corrupteur, c'est celui qui dit qu'il vient vous réparer la route, mais il vous impose sa société. Il vous impose de payer la dette qu'il a créée dans sa banque sur le papier qui n'existe pas. Donc, l'Afrique n'a eu aucune chance. Parce que quand on dit on n'est pas indigène, on n'a pas les routes, on n'a pas... C'est fait preuve de beaucoup de naïveté. Croyez-moi, aucun président au monde ne peut refuser de mettre l'autoroute dans son pays. Aucun. D'accord? Évidemment, on a nos problèmes. La malgouvernance va suivre. Tout ce que vous voyez, un peu le tribalisme. Donc on nous accule, on nous affame, on nous reproche d'être maigre. C'est un peu ça le système. Mais donc, pour revenir à l'élection présidentielle, excusez-moi, pour revenir à l'élection présidentielle, Assal et Guide lui dit, pour industrialiser, il faut les sources d'énergie fiables. Mais c'est tout ça qu'on appelle l'industrie. Vous voulez qu'on revienne tout le temps comment? L'industrie commence par la pensée, hein? C'est pas... Et le processus industriel, quand on met une centrale à Songlolo, à Edea, c'est un début d'industrialisation. Quand on vous met à l'UQAM, c'est un début d'industrialisation. Mais les Noirs, au lieu d'être calmes, d'étudier, de voir la technologie, de tricher, de faire, ils commencent à faire les lutteurs. Chassons les Blancs, chassons. Mais aujourd'hui, ceux qui contrôlent les États-Unis de manière technologique, je suis désolé, c'est les Chinois d'origine américaine. C'est les Américains d'origine chinoise. C'est les Américains d'origine indienne. Donc, on peut avoir des Noirs, des Français d'origine camerounaise qui deviennent milliardaires au Canada et qui font un transfert d'équilibre d'argent et de science en Afrique. Mais ça, les Noirs n'ont pas ce niveau-là. On te dit, et c'est pour ça qu'il faut suspendre la double nationalité, parce que ça nous punit. Chez nous, on me dit, soit tu es un grand ingénieur ou un grand docteur noir camerounais en France, devient un très bon blanc. Il ne marche qu'avec ses collègues français blancs. Il mange le fromage avec ses collègues français blancs. Il oublie qu'il peut ouvrir un hôpital lui-même. À Yabassi là-bas. Ou à Deido. Ou à Elokbati où les enfants meurent encore voilà. Donc, nous n'avons pas la conscience supérieure pour créer un État.
Et c'est ça qui m'intéresse parce qu'il est l'heure de créer l'État du Cameroun, le vrai État du Cameroun. Le vrai État, c'est-à-dire un État viable, avec une administration fonctionnelle, avec, quand je dis une administration fonctionnelle, ça veut dire que des choses qui marchent. On n'a pas besoin de grand-chose au Cameroun. Notre chance, c'est pour ça qu'il faut saluer le travail d'Ahidjo. Il faut saluer aussi le travail de Paul Biya. Je ne sais pas pour combien de temps il sera là, mais pour moi, je ne peux pas être élevé dans les luttes internes de la haine, des jugements primaires et primitifs. Avec le recul, qu'on aime ou pas, quand vous regardez la structuration de l'État du Cameroun et nos parents qui nous ont accompagnés, ils ont fait ce qu'ils ont pu. L'État du Cameroun est très bien administré, très bien dosé sur le papier, avec des sous-préfets dans toutes les régions, des commandants de brigade, des unités de santé, des écoles, des lycées, des CS, parfois des universités, même s'il faut encore y mettre l'outil, la structure. Il y a encore des écoles où il n'y a pas d'élèves, où il n'y a pas de maîtres. Il y a pas... Et j'ai écrit dans un livre qu'on a des écoles sur 10 kilomètres et 100 mètres. Ça, c'était la rhétorique d'il y a 25 ans. J'ai écrit un livre là-dessus, Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante, qui est un programme politique fort qu'on va remettre au goût du jour parce que ça montrait les grandes lignes sur l'éducation, la santé, l'économie. Voilà. Donc, maintenant que j'ai dit ça, le problème est maintenant lequel? C'est que le président Paul Biya est arrivé, on va dire au soir de sa gouvernance. Moi, en tant que patriarche et jeune africain, torturé aussi par mes frustrations, et je me dis, est-ce que c'est le moment de créer du grabuge au Cameroun? Non, on va laisser le président Paul Biya finir. De toutes les manières, il va finir. Il va finir sa mission. Et en espérant, par exemple, cette fois-ci, et on doit le lui dire en face, que non, maintenant, vous nous écartez les gens qui vous empêchent de faire du bon boulot, de nous dire au revoir dignement. C'est-à-dire, il peut avoir un dernier sursaut. Même avec, bon, si je dis, ouais, les Maurice Kamto peuvent revenir. Je vois, Maurice Kamto ne ferait pas un mauvais Premier ministre, par exemple. Mais ça, ne me tuez pas. Je réfléchis. Je ferais un bon ministre de la Défense. Je ferais un bon ministre de l'économie, de l'industrie, des nouvelles forces. Nous sommes là pour prendre le pouvoir. Mais ce pouvoir-là doit être encadré par nos aînés, par une petite sagesse, par une subtilité. Alors, les gens m'ont posé la question parce qu'il y a ce week-end, vous avez vu à Abidjan, je ne compare pas, hein. Monsieur William de Jésus, je vous répondrai tout à l'heure. J'ai beaucoup de respect pour vous, même si vous prenez des distances, parce que voilà. Mais nous sommes tous frères et Camerounais, vous êtes un bon gentleman. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut respecter les parents. Il faut respecter nos papas qui ont lutté. Oui, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas en politique. Vous êtes dans votre activisme, vous avez raison, vous avez vos candidats, vous avez raison, vous avez vos raisons même pour avoir raison. Chacun a raison. Mais maintenant, quand on fait de l'analyse, on ne joue pas avec les émotions. Renseignez-vous, le niveau que le Cameroun a là en ce moment. Le niveau que le Cameroun a là en ce moment n'est pas le pire au Cameroun. Quand vous regardez le niveau des États africains, il n'y a aucun pays africain qui a déjà votre savoir. Si vous négligez ça, la première richesse, c'est que nous sommes tombés dans une bassesse terrible en Afrique où ça s'appelle un matérialisme consumériste. Tout le monde parle que d'argent. Mon immeuble, oh ma voiture, mon commerce. La vie n'est pas que le consumérisme, la consommation. Comme dit mon jeune humoriste, un défaut que j'aime bien.
un défaut qui mange beaucoup là. On a oublié que la vraie dimension de la réussite humaine, c'est d'abord aussi l'intellectualité, la pensée, le savoir. Citez-moi un pays dans le monde où on produit le plus grand nombre d'intellectuels au monde, au mètre carré. Si ça vous dit rien, moi je suis d'accord, on commence à distribuer l'argent à tout le monde. Je ne sais pas dans quel pays ça existe, même en Suisse, ça n'existe pas. Il y a plus de pauvres en Suisse que les Suisses eux-mêmes. D'accord? Voilà. Donc, monsieur, et souffrez d'écouter le maître. Hein? Je pense que quand on parle, vous applaudissez avec les oreilles. Parfois même les dents. Je suis un maître dans mon domaine, sciences politiques. Vous m'écoutez et gentiment. D'accord? Comme ça, il y aura le respect. Ne me coupez pas à chaque instant. Sauf qu'au Cameroun, vous préférez les gens qui mettent tout leur titre avant, professeur, docteur. Non, on peut aussi venir parler simplement. D'accord? Mais je vous précise que je suis un grand maître dans mon domaine. Donc quand je fais mes analyses, vous notez aussi, ne m'aimez pas. Je ne veux pas votre amour, vous êtes incapable d'aimer. Les Camerounais sont des haineux à 90%. On se connaît. Des tribalistes cachés. Hein? Quand c'est les frères du village, on met de l'argent, mais quand c'est l'autre, on dit non. On se connaît. Donc arrêtez ce débat, écoutez ce que j'ai à dire, sinon j'arrête mon live et chacun rentre chez Baye. Moi, je ne connais pas le tribalisme, je n'ai pas été élevé à cette sauce-là, pour moi c'est de la médiocrité. Quand j'essaie d'apporter un petit temps de réflexion, c'est pour qu'on avance. Parce que je vous ai laissé faire vos campagnes, vos trucs, je n'ai rien dit, je n'interviens pas. Alors, ce que je viens quand même constater, c'est que vous avez vu en Côte d'Ivoire, il y a eu la marche des Ivoiriens, que je salue. Le PPA, PDCI sont des opposants. Ils sont descendus pour dire non à la candidature de Ouattara. J'allais dire Dominique, c'est pareil. Alors, j'ai vu les Camerounais commenter ça. Que oui, les Ivoiriens sont avancés et tout. Il ne faut pas comparer les peuples et les réalités. La Côte d'Ivoire sort d'une très lourde guerre civile. Et si ce n'était pas le président Ouattara qui arrivait au pouvoir, qui essaie de redresser avec beaucoup d'énergie la communauté sympathisante internationale, il n'aurait pas eu ce pays-là aujourd'hui. Et des pays comme la Côte d'Ivoire basculent dans la guerre civile en 2 secondes. Si c'est ça que vous appelez la démocratie ou le savoir, le bien, moi je dis ok. Mais c'est ça le danger en Afrique. C'est que le risque est très élevé pour qu'on bascule. Vous vous prenez pour des grands pays comme le Canada, on est des sauvages. Alors, les gens critiquent les Camerounais, on n'est pas sortis, vous sortez que, est-ce qu'on est... Hein? Je vous ai dit que l'école est très bien. Les gens veulent nous imposer les valeurs de l'argent au-dessus de l'intellect, de la pensée, parce qu'ils sont des commerçants, je ne sais pas de quoi. Mais la vie humaine, c'est d'abord l'intelligence, la pensée. Attention, il y a des peuples au monde qui donneraient tout pour être des Camerounais. Parce que là-bas, ils n'ont pas eu la chance de savoir ni lire ni écrire. Même le Maroc qu'on envie est analphabète à plus de 60%. Il y a 60% de Marocains qui savent ni lire ni écrire. Et la chance du Cameroun, qui est peut-être une malchance, c'est que nous tous on est wise man. On se neutralise. Le Camerounais est malin. Il n'est pas content, mais ce n'est pas lui qui doit aller mourir. Alors il guette dans son carnet d'adresse, il a un Dunguru qui peut aller mourir à sa place. Le Camerounais veut toujours que c'est l'autre par frustration, il transfère, il dit moi je suis au Canada, je suis aux États-Unis, mes affaires marchent, mes boutiques, mais tout ça, mon travail, mais toi, je t'envoie 100 000, est-ce que tu peux aller marcher pour nous? Mais l'autre aussi qui reçoit tes 100 000, dit, gars, je m'en vais d'abord au bar boire ma bière. Le moutman là, lui, il est au state là-bas, lui veut que c'est moi qui aille prendre une fléchette. Bref.
le Camerounais n'est pas si bête. Quand le moment de marcher va venir, il ne va pas demander l'avis de quelqu'un. Quand le moment de prendre son destin, comme vous dites, va arriver, c'est parce que vous ne lisez pas beaucoup. On dit rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. D'accord? Quand l'heure n'est pas venue, même si vous cognez le plafond, l'heure n'est pas venue. Et moi, je regarde et je dis, c'est encore l'heure. L'heure n'est pas venue. L'heure que certains disent là n'est pas venue. Ou c'est pas le bon moment. Le coquille n'est pas cuit. Donc, nous devons apprendre à bénéficier encore du temps que l'idée soit venue ou que l'idée soit là. Parce que les Camerounais, hein, vous êtes là, vous croyez que la démocratie, c'est l'émotion. Les gars, je vous dis qu'il y a des pays, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, d'accord? Mais il y a des pays, moi, qui ne me parlent pas trop. Parce qu'ils ne peuvent pas regarder entre les biens qu'ils ont et le discours très xénophobe sous-tendu des Gbagbo, par exemple. Et les Africains préfèrent un discours haineux, xénophobe, communautariste, un mélange d'aigreur. On monte les populations pour aller casser leur métro, leur pont, leur truc qu'ils ont. Et ils ont bâti sur leur propre dette. Le Camerounais ne peut même pas. J'ai vu un jeune gars au Cameroun. Il faut que je le cherche la semaine prochaine. D'ailleurs, quand je serai là, je vais l'inviter à dîner. Et je vais me déplacer pour aller vers lui. C'est un jeune qui est commerçant, qui est à Douala. Sa boutique a brûlé. Et pendant qu'on voulait le calmer, il a dit non. Le lendemain, il était encore dans sa boutique. Je ne sais pas bien, mais il n'a pas pleuré. Alors, soyons matures. La transition politique est actée. Nous devons être modérés pour ne pas brûler déjà le peu qu'on a là. Moi, je connais le Cameroun. Le Cameroun est en chantier. Il y a des Camerounais au Cameroun qui font 1000 milliards de chiffres d'affaires par mois. Il y a des gens, des industriels comme les Bokom. Ils emploient 30 000 Camerounais. Il y a des Camerounais qui mettent de l'argent. Il y a un Camerounais à Bafoussam qui a créé une ferme, rien que pour l'élevage ces jours-ci, je pense c'est 20 milliards. Fonds propres. Vous êtes tous cachés là. Pourquoi vous ne pensez pas aussi à rentrer avec vos milliards cachés au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Chine? Pourquoi le noir veut toujours aller à la guerre qu'il ne peut pas faire? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que Paul Biya doit partir qu'il faut d'abord brûler et reculer 100 ans en arrière? Écoutez-moi bien. Je ne suis pas votre ami. Hein. Je ne suis pas votre ami. Il y a une règle que vous devez retenir dans la vie. Et je serai présent sur les plateaux télé dans une semaine. Hein, et je vais le redire. Ce que je dis là, je vais le redire. Nous devons préparer la transition politique. Mais ça ne veut pas dire que nous devons brûler l'héritage que nous avons déjà. Parce que quand votre père vous laisse une maison, même si elle est inclinée, mais c'est un héritage. Vous n'allez pas casser. Non, on ne discute pas de l'héritage. Qu'est-ce qu'on peut faire le mieux? C'est maintenant qu'il faut convoquer toutes nos intelligences. Je vous disais donc que notez-moi ceci. Dans la vie, il y a une règle simple. Et cette règle, c'est protéger les acquis et développer les atouts. Tila. Tila. Protéger les atouts. Le noir, écoutez bien, je parle pour tous les noirs. L'homme noir ne sait pas protéger ses acquis et développer ses atouts. Il fait le contraire.
il protège ses atouts et il développe hein, ses acquis, donc les choses qu'il a déjà. Nous devons, mes chers Camerounais, je n'ai rien à vous dire, hein, mais mes chers Camerounais, mes chers citoyens, non, je reprends, je suis aussi un enseignant. Il faut protéger ses acquis et développer ses atouts. Les acquis, c'est quoi? C'est de nous avoir laissé un pays qui est là. Nous avons le Cameroun. La Centrafrique ne sera jamais Centrafrique. La guerre civile inoculée là depuis les indépendances ne peut pas s'arrêter. Nous, on sait qui nous sommes. Nos parents sont morts là-dedans. On a affronté les gens avec les chars, les hélicoptères, le napalm, mais nous, on avait les cailloux. On a produit la première génération d'intellectuels éveillés en Afrique. Nous avons cette conscience-là qui est un acquis sérieux, mais un atout aussi. Maintenant qu'il y ait des loupés, qu'on n'ait pas l'autoroute, qu'on n'ait pas les fusées, ça se développe aujourd'hui en 5 ans. Un bon programme politique basé sur l'économie, l'industrialisation, la science, ces 5 ans ont fait décoller notre fusée. C'est moi qui vous le dis. D'accord? Maintenant, revenons sur le cas du Cameroun. Sur l'élection présidentielle. Moi, vous n'allez pas me faire dire autre chose. Moi, je vous ai donné ma vision. Le président Paul Biya, notre papa, le patriarche, rempile et il s'installe. Il gagne. Maintenant, c'est avec qui il va terminer son mandat. C'est ça que vous devez voir comme enjeu. C'est l'équipe. Parce que je ne vais pas juger l'équipe qui est là. Chacun peut faire son... Mais c'est l'équipe. Est-ce que les gens autour de Paul Biya, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être tout le monde. Momo qui était avec là hier ne pouvait pas savoir qu'il aurait un destin de ministre, même si je ne sais pas ce qu'il a changé. Mais voilà. Donc, est-ce que le soir du 12 octobre, après la déclaration de victoire, un mois après, de Paul Biya, par exemple, est-ce qu'on aura la chance d'avoir les prémices de ce Cameroun-là que nous attendons? L'éclat du talent, la vigueur de la jeunesse. Parce que je vais vous dire un truc. Moi, ce qui me fait rire dans cette élection, c'est que il y a le patriarche, le père Paul Biya, et puis j'écoute les Camerounais par passion, par haine, par autodestruction, nous parlent des gens comme les Bello Bouba. Bon, j'ai beaucoup de respect. Mais vous ne pouvez pas dire que Paul Biya, là, depuis 1975, et oublier que les Bello Bouba, c'est encore pire. C'est le ministre Carpe, dont on l'appelait Carpe Diem. Sa parole, peut-être c'est une vieille manière de faire de la politique, mais il ne parle pas. C'est des gens qui, à la limite, même peuvent nous réinventer une charia politique. De gouvernance villageoise, de l'ormeta, du silence, Non, on n'a plus besoin de ça. On a eu le père Paul Biya qui a créé son style de gouvernance. Mais il ne faut pas qu'on nous reverse les... Ils sont même courageux, les Bello Bouba. Mais les gens croient qu'ils veulent... Si vous voulez le basculement, je vous comprends. Mais ce n'est pas les Bello Bouba. C'est la pire espèce politique pour l'Afrique aujourd'hui, surtout pour un pays comme le Cameroun. Aucune valeur de modernité. Quand j'ai lu un peu son programme, ou ce qu'il appelle sa feuille de route là, on ne parle même pas d'économie.
C'est-à-dire, il parle des choses de réconciliation, ramener le corps d'Aïdjo. Mais oui, mais ça, c'est pas un projet politique. On n'a pas le temps. Moi, j'attends des jeunes, j'attends un nouveau discours. Mais si c'est encore les Tirouma, alors, bon, Bello Bouba encore, lui, il est sobre. Franchement, humainement, même s'ils ont fait un coup d'état mortel à Samuel Eboa, dans l'UNDP, c'est Samuel, vous êtes peut-être jeune, mais c'est Samuel Eboa qui a créé l'UNDP. Enfin, ils l'ont utilisé, après ils ont ramené leurs choses au Gandoura du Nord, sans tribalisme. Donc, c'est des gens très vicieux. Très, très vicieux. Et ce n'est pas utile. C'est pour ça que Paul Biya a été une chance pour le Cameroun. Je vous le dis. Parce que les dérives sectaro-communautaristes, ethno quelque chose là, Biya ne connaît pas trop ça. Biya n'est pas trop... Biya, c'est une figure tutélaire d'un Cameroun où tout le monde se partage le gâteau national. Mais beaucoup se sont empiffrés plus que d'autres. Lui-même, il l'a dit. D'accord? C'est peut-être ça le reproche qu'on peut faire au patriarche. Mais moi, je suis un homme, ma posture ne me permet pas de critiquer un patriarche de près de 100 ans. Ça, je ne peux pas. J'ai des choses à dire, mais j'avale les couleuvres parce que c'est ça aussi l'Africain. Je suis bantou. Mais les gars comme les Tirouma, vous avez vu comment il a tenté de désavouer son bras droit, Jeanne Soga, alors que c'est lui qui envoie Jeanne Soga parler. Mais quand les audios sortent, il dit qu'il ne connaît plus la dame. C'est une tata métissée, bien gentille, là, à Douala, que tout le monde connaît. Elle est avec lui dans toutes ses magouilles. Mais maintenant, il veut couper sa tête parce que voilà, il y a un discours qui est officiel. Les Tirouma, c'est des gars très dangereux pour le Cameroun. C'est moi qui vous le dis. C'est pas moderne, le Tirouma. Maintenant, je suis d'accord. L'autre situation, c'est que Paul Biya gagne avec 60-70%. Le deuxième, c'est Bello Bouba. La fonction arithmétique-tismique, le triangle équilatéral du grand professeur Roger Gabriel Leb que vous avez oublié, c'est que le Nord, il vote par charité. Je n'ai pas dit par charter. Hein? Par charité, solidarité, tribal. Donc, si vous regardez bien l'enjeu de cette élection, les dés sont là. Hein? Paul Biya est premier et puis Bello Bouba est deuxième. Est-ce que c'est ça qui va permettre à Bello Bouba de devenir Premier ministre, de redevenir Premier ministre ou vice-président? Ou comment ça? Puisqu'il négocie, il n'a pas coupé son alliance avec Paul Biya. Il vous l'a dit. Bello Bouba est un stratège politique. Il s'est construit sous la chaussure de Paul Biya depuis plus de 60 ans. Il était caché au Nigeria. Biya lui dit, tu reviens mon petit, installe-toi. Reste là à côté de moi jusqu'à présent. Est-ce qu'il ne s'est pas détaché pour... Parce que le ministre du Tourisme ne veut rien dire au Cameroun. Est-ce qu'il ne s'est pas détaché pour être peut-être celui qui est le postulant de l'après-Biya, c'est-à-dire, est-ce qu'il est là pour gagner l'élection? Ouais, je réponds à Florence sur TikTok là-bas. Florence, j'ai la climatisation chez moi. Tu m'empêches de mettre mon costume, pourquoi? Les Camerounais, la jalousie. Laissez un peu qu'on avance. Oh. J'ai déjà payé trop ma beauté, mon intelligence. Maintenant, tu t'attaques à mes costumes. Oh, vraiment. Moi, j'ai la climatisation. Tu as la clim chez toi. Je suis libre. Je ne peux pas parler aux gens en caleçon, comme vous aimez ça.
Alors bon, bref, revenez sur... Bon, c'était pour détendre. Alors, l'élection présidentielle, l'enjeu est là. Ce n'est pas qui va gagner. Paul Biya gagne l'élection. Maintenant, le deuxième, c'est Bello Bouba, parce qu'il va faire sa razzia au nord, là-bas. Et si j'entends les associations, c'est-à-dire un peu du Camto qui retourne avec Bello Bouba, ça veut dire redonner à Paul Biya indirectement. Je vous dis bravo, chers Camerounais, mais finalement, tous les Camerounais, là où Biya nous a mystifiés, c'est qu'il est le plus fort de tous les Camerounais. D'accord? Oui, les gens me demandent pourquoi je ne suis pas investi. Mais monsieur, il m'a manqué les 100 millions, les 100 milliards que j'ai demandé. Vous êtes chiche envers les gens comme nous, d'accord? Alors, donc, cette élection est sensible à deux niveaux. Le président Paul Biya a la marge pour être réélu. Parce que Bello Bouba n'est pas, il plaît pas aux Camerounais. On ne le connaît pas. Le discret. C'est le fils de Biya. Bon, il a sa base, son socle, vous appelez ça socle granitique, c'est ça? Il est sûr de faire sa razzia au nord là-bas, Garoua, tout ça. Encore qu'il ne faut pas sous-estimer l'effort du RDPC, les Mbaïrobe, parce que l'extrême nord ne leur appartient pas. Les Mbaïrobe, les Daïkole, tous ces gars-là, les Malouda, Malachi, tous ces gars-là au nord. Le nord, on oublie souvent l'extrême nord. Moi, j'ai grandi, je suis un gars de Garoua Maroua. Gaoundérel, c'est mon... Vous voyez comment je suis noir. Hein? Donc, je suis un Sobadjo. Et ma mère était fonctionnaire là-bas, donc j'ai vécu là-bas. Et c'est le chez moi. Donc, je connais. Tout le nord, là, l'extrême nord, c'est pas acquis à ces gens, c'est pas... Donc, Bello Bouba va avoir dans ses 30%, 25 à 30%. Même s'il y a un report des voix des frustrés, des éliminés ici au Conseil constitutionnel pour... Voilà, mais les Camerounais, vous allez voir, ne peuvent pas être solidaires. Vous ne pouvez pas être à ce niveau de cohérence. Le Camerounais n'est pas cohérent en politique. C'est pour ça que Paul Biya est là depuis 43 ans. Il a souvent su jouer avec les propres divisions des uns et des autres. Si, au nord, par contre, ils ne perdent pas leur voix, ils vont se décider, soit c'est Chiroma, soit c'est Bello Bouba. Il n'y aura pas de deux. Et les deux peuvent fusionner au dernier moment. Ça, ils ont une solidarité là, même s'ils se sont déchirés à l'UNDP à une époque. Ils ne s'entendent pas beaucoup. Alors, donc, maintenant, le reste là, bon, on va dire Paul Biya premier, Bello Bouba deuxième, 25%. Chiroma va s'éliminer aussi, les candidats, il aura ses 2-3%. Le reste là, personne ne va dépasser 1%. Ça ne vaut même pas la peine de les citer. Ça ne vaut pas la peine de les citer. C'est violent, mais c'est comme ça. Akere est un bon et grand juriste qui n'a pas de base électorale. Cabral même peut venir en 4e position, mais fragilisé en interne par ses propres problèmes, tout ça. Bon, on a vu le jeune, il y a un petit là, mon jeune frère Hiram aussi qui est là, le chouchou. Mais vous croyez que les filles de TikTok là, vous faites gagner l'élection présidentielle à quelqu'un? Parce que vous postez les statuts d'un gars qui va gagner. Non, non, non. C'est bien, parce que ça vous donne de l'ampleur, un visage politique, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne... Mais l'élection présidentielle aussi vous détruit. Vous sortez d'une élection présidentielle, vous commencez à payer soit les dettes, soit la pression morale, et puis soit les problèmes. Non, bon, Hiram est beau. Il
a un bon projet, c'est un ingénieur, mais bon, les Camerounais n'écoutent pas ces choses-là. Il peut plaire là à Bonapriso, son quartier, et puis les filles sur TikTok jouissent de bonne gaieté. C'est pas l'appareil. Parce que vous n'êtes pas prêt. Or, Hiram, attention, c'est un petit génie. Hiram est le seul qui comprend ce que j'ai mis ici. Hiram est le seul qui parle d'industrie. Parce qu'il est homme d'affaires, il est industriel. Hiram sait créer une centrale nucléaire. Hiram, ce petit-là, peut créer son loulou, il peut créer un barrage, il peut créer une société. Actuellement, il a une société, soit de yaourt ou de riz, je ne sais pas. C'est un fabricant, c'est un industriel. Ça, c'est l'avenir. Parce qu'on ne va plus faire la politique pour dire, moi, je connais le droit, je sais parler plus que vous. Non. Ça ne nous intéresse plus. Qu'est-ce que tu peux monter? Qu'est-ce que tu as monté? Qu'est-ce que tu peux gérer? Comment tu peux innover? Parce qu'on ne parle pas d'innovation. Vous avez vu une campagne, personne ne parle d'innovation. Qui va donner le travail aux Camerounais? Même si tu lis tous les amendements, tout ce que tu sais réciter là, le travail aux Camerounais, il faut qu'un gars maîtrise comment on fait la production intellectuelle, naturelle, l'innovation technologique et scientifique. C'est la science qui va libérer le Cameroun. Bon, oui, la crypto-monnaie, les nouvelles économies, si on écoutait les bavards, c'est que c'est Baïbek le président du Cameroun. Si on écoutait les beaux discours, c'est que Yam Timba est président du Cameroun. Mais entre la sophistocratie, la téléologie, et puis bon, maintenant la gestion, la praxis politique, c'est compliqué. Donc, sur ces atouts-là, moi je vais m'arrêter un instant, je vais prendre une petite pause. Mais j'étais là pour vous dire que voilà un peu ce que je vois pour cette élection qui n'a pas beaucoup d'enjeux. Le seul enjeu pour nous, c'était de voir la réaction de Paul Biya. Jusqu'à présent, on continue de regarder. Mais elle atteint ce baromètre. Hein? Bon, maintenant, il y a un jeune qui me demande pourquoi les Camerounais ont fui le pays, les jeunes. Bon, vous savez, le nègre n'est pas un homme qui met la poitrine. Chez nous, on est sourd en galère tôle. On vous effraie dans votre paradis. On coupe un peu. Les Blancs vous font fuir votre pays. Ils viennent acheter les hectares. Les Chinois prennent le riz, achètent toutes les boutiques à Aqua, mettent le feu sur les boutiques des Camerounais. Ils vous chassent. Vous prenez la route du désert. C'est comme ça qu'on tue les faibles. Mais c'est ça, il faut muscler là. Hein? Vous lisez pas. Ça s'appelle la manipulation géostratégique. J'ai écrit ce livre il y a à peu près 7 ans aujourd'hui. Et si on s'augmentait? Augmentez-vous là. Pas le ventre. Augmentez-vous là. Vous allez comprendre comment le monde marche. Vous croyez que quelqu'un arrive au Cameroun, il trouve une jeunesse surdiplômée, dynamique. Il ne faut pas qu'on donne les crédits aux entrepreneurs pour qu'ils créent les sociétés. Si les jeunes Camerounais ont le travail chez eux, mais ils ne vont pas partir. Et un Chinois ne peut pas s'installer là où il y a les diplômés, là où il y a les intellectuels. Il veut les porteurs, les gens qui vont pousser ces brouettes. Et ces pousse-pousse à quoi? Le Chinois veut les manœuvres pour l'accompagner dans ses chantiers. Donc il faut que le nombre d'ingénieurs au mètre carré soit faible. Et le Cameroun produit moins de 100 ingénieurs par an. La France, en comparaison, est à 80 000 ingénieurs. Donc quand vous parlez de notre pays n'est pas développé, un pays ne peut pas se développer sans les ingénieurs. Le Cameroun ne produit pas plus de 100 ingénieurs par an. Et tous les 5 ans même. D'accord? Le Japon produit près de 40 000 ingénieurs par an. La Chine produit 3 000, mais c'est pas possible, 3 millions d'ingénieurs tous les 6 semaines. Toutes les 6 semaines. Chantou, si vous voulez mon livre sur TikTok, ils sont là, vous m'écrivez inbox, je ne vais pas répondre là, je ne suis pas vendeur de livres, comme on me qualifie souvent. Et si on s'augmentait, c'est le titre.
Donc les Africains doivent comprendre que tout est géopolitique. Mais vous avez un beau pays comme le Cameroun, regardez le nombre d'investissements. Regardez le nombre de Chinois, de Pakistanais, regardez le nombre de Turcs qui s'installent. Ils ont tout pris au Cameroun, ils font des petites choses que vous ne faites pas. Vous êtes en train de faire les vigiles à Bruxelles. Moi, je pense que nous qui avons déjà mis assez long à l'étranger, comme vous dites, c'est nous qui devons être sur place. C'est nous qui devons mourir au pays. C'est nous qui devons sur place rester. Je ne suis pas là pour servir les humeurs des abrutis qui n'ont pas pu avoir ni l'école, ni l'intelligence, ni le savoir, ni... Hein? C'est nous, cette génération, qui devons dire aux jeunes Camerounais, ne fuyez pas. Hein? Donc, grosso modo, chers frères, chères sœurs, chers amis, on n'a plus le temps de trop pérorer. Je vous ai dit, allons vers des solutions pacifiques. La paix est une guerre enterrée, est une guerre tue. Vous n'êtes pas un petit pays où quand on dit sortons, vous sortez, vous cassez, vous brûlez, vous passez parce que vous êtes fâchés. Le Cameroun a beaucoup plus de recul, beaucoup d'intelligence et ça fait un peu des petits frustrés, mais grosso modo, nous avons la chance d'être Camerounais. Et notre intelligence doit nous servir à avancer. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais battons-nous pour avancer ensemble. Et moi, j'aime ce pays-là qui se dessine. C'est un pays de grande valeur, c'est un pays d'intellectuels, c'est un pays de... Voilà, donc... Et moi, ce qui me gêne même avec la plupart des autres candidats, c'est qu'ils n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre qu'ils ne valent rien, parfois. Certains là savent qu'ils ne valent rien, mais ils trouvent quand même 50 millions à aller déposer. D'autres veulent même faire des tournées, comme si eux-mêmes ne sentent pas. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai encadré beaucoup d'artistes, j'étais dans ce milieu, et parfois j'étais étonné que comment un artiste un chanteur ne sait pas que sa chanson est moche. Hein, c'est ça qui me fascine un peu souvent, c'est-à-dire que je me demande, mais comment ce musicien-là, lui-même ne sait pas que sa chanson est moche. Il danse seul, il dit c'est le tube, le gars. Tu as beau lui dire que mon gars rentre en studio, le son, tout ça, l'harmonie, les paroles, rien n'y est. Quand j'écoute certains de mes amis, tous sont mes amis. Tous les 12 candidats là sont mes amis. Ou les 3/4 sont mes amis. Copains. Vous allez dire à un gars de Douala là, qui traîne ces trucs-là que gars, laisse tomber. Soit tu es en politique, soit tu fais tes affaires, soit tu es un businessman. Peut-être tu fais la politique pour gagner 2-3 marchés, mais ne dis pas que tu as un projet présidentiel. C'est ça un projet présidentiel, c'est ça un projet républicain, c'est ça un projet républicain, c'est ça un projet politique. Qu'est-ce que tu penses du Cameroun? Tu ne peux pas nous le dire. Alors n'occupe pas l'espace, libérez un peu la voix pour qu'on écoute un peu les projets, pour qu'on laisse le talent. Oh non. Bon, écoutez, sur ce, bonne soirée. Je vous dis, je vous aime, vous êtes tous les miens. Ce Cameroun est un Cameroun que nous adorons. Je n'ai pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. C'était une tirade aujourd'hui. Franck Guy, mon jeune frère, mais je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. D'accord? Je t'attends.